C'est important de payer le prix pour chaque relation qui compte. Si ce soir tu devais partir et que tu n'as plus la possibilité de dire quelque chose, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas dit? Il faut que tu l'aides même à faire sa toilette. Moi, j'étais contente pendant le Covid parce que je portais le masque. Tu ne peux pas. En tout cas, c'est Corona, on se protège. En fait, avec les patients, avec les malades, je me sens tellement à l'aise. Mais il y a des personnes à côté de moi que j'aime, qui me sont plus chères, mais que je ne vois pas comme je devrais les voir. Le secteur des soins et de l'accompagnement en Occident fait face à une pénurie de personnel. Il recrute désormais bien au-delà de ses frontières. Derrière les visas accélérés, les recrutements intensifs, quelle est la réalité sur le terrain? Que dois-tu savoir avant de t'engager dans le domaine de santé en Occident? Pour y répondre, nous accueillons une invitée forte depuis les 15 années d'expérience dans le domaine. Bonsoir Paulette. Bonsoir, Gilles. Bienvenue sur Kiala. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ouais, bonsoir, je suis Émilie Paulette. Je viens du Cameroun. Je vis en Autriche depuis... c'est long quand même, hein. Depuis 2005, mai 2005. Je suis étudiante. Bizarre, difficile à dire, mais oui, je suis étudiante du haut de mes 45 ans, je suis étudiante. Et je suis honorée d'être là ce soir. Je t'ai invité aujourd'hui sur le podcast parce que j'aimerais qu'on parle d'une thématique, à savoir le secteur des soins et de l'accompagnement. Je sais que tu as déjà un parcours derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement comment est-ce que tu es arrivé dans ce domaine? Alors, j'arrive en Autriche après un brevet de technicien dans le bac technique au Cameroun, industrie de l'habillement. Je suis à Hebstrasse, c'est une école de mode, niveau bac, also après le bac. Et ben, quand j'arrive, je sais que je vais réaliser mes rêves. Genre, je vais me former, je lance ma connexion, j'ouvre une boutique. Bref, j'avais le rêve d'enfant, je vais dire, c'était pas mûri. Et j'étais très vite confrontée à la réalité parce que, voilà, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de prêt-à-porter, de boutiques qui vendent les habits de toutes les gammes, en fait. À un moment, j'ai comme ça à me demander, est-ce que je pourrais vivre de ce métier? Quand je regarde la concurrence, combien de personnes sont en mesure de se faire un sur-mesure, enfin un vêtement sur-mesure régulièrement? Parce que pour vivre, il faut qu'il y ait du sur-mesure. Et très vite, je me rends compte que c'est une utopie. Mais bon, je me suis dit, je vais virer au marketing parce qu'en faisant mode marketing, peut-être qu'il y aura plus de chance après la formation. Je me rends compte que c'est pas trop ça. Donc, j'ai commencé à... Et après, tu viens du Cameroun, j'ai laissé un enfant au Cameroun. Les réalités sont là, il faut souvenir aux besoins de l'enfant. Donc, je commence à faire les petits jobs à droite. Donc, là, j'étais serveuse dans un bar. Ça se passait très bien, je gagnais très bien. Et ce que j'avais quand rentré, en fait, quand j'ai comparé à mon imagination après l'école, je me disais, c'est pas la peine de continuer parce que de toutes les façons, je vais rien trouver. Parallèlement, j'ai postulé chez Pick Kloppenburg, une grande, tu connais, grande, c'est Nasser, voilà, qui a pratiquement toutes les marques de vêtements, de bas de gamme jusqu'au luxe. J'ai postulé pour travailler dans leur atelier de Des retouches? retouche, voilà. Oh, le français. Et j'avais pas été retenue. J'ai proposé dans des petites autres boutiques, rien. Je me suis dit, OK, autant continuer dans ce que je fais. Et chemin faisant, je réalise en fait que je vais pas être serveuse toute ma vie. Je suis partie du Cameroun, j'avais un brevet de technicien. C'est un bac qui court pas les rues au Cameroun. Exactement. Déjà, pour avoir ce bac au Cameroun, c'était vraiment les étudiants, enfin les élèves top. Et tu te retrouves en Europe, tu commences à faire des petits trucs, c'était bon. Donc, quand on me parlait de faire les soins infirmiers directement, j'ai eu comme un flash d'une phrase de mon papa d'il y avait plus de 20 ans. Parce que mes parents, il faut situer le contexte, mes parents étaient du métier.
Mon père était à la polyclinique Sopor, ma mère jusqu'à la retraite était à l'hôpital général. Donc, je sais un peu ce que c'était les soins infirmiers ou travailler avec les malades. Et il m'avait dit, je voulais être pédiatre à l'époque, il m'a dit, ah non, tu es trop émotionnel, tu ne peux pas supporter de voir un enfant souffrir, un enfant qui souffre. Et quand on m'a proposé en fait d'être infirmière, c'est cette phrase qui m'est revenue. Je me suis dit, je ne supporterai pas de voir du sang, je ne supporterai pas de voir des personnes qui souffrent, donc ce n'est pas pour moi. Je me suis réorientée marketing. J'ai fait une formation parce que je me disais quand j'aurai fini, je pourrais travailler dans un bureau comme tous les autres commerciaux. J'aime parler, je parle bien, donc ça devrait couler. Et à la fin, j'avais mon diplôme, je ne trouvais pas de travail. Ça veut dire que tu as fait une formation dans le marketing, mais après avoir cherché en vain un boulot dans le secteur, tu finis par te réorienter dans le secteur des soins. Voilà. Parce que c'est la chose qu'on proposait le plus rapidement. Parce qu'on te dit, OK, c'est une formation courte qui va durer 1 année. Si tu sors aide-soignante, tu travailles. Bon, mais quand tu regardes, tu te dis, aide-soignante, je gagne bien ma vie en fait. Pourquoi ne pas essayer cette voie? Et pour moi, c'était comme un métier de la honte. C'était comme si le faire, c'est que j'ai raté ma vie. Parce qu'au Cameroun, quand même, quand je revois mes années du collège Saint-Esprit, du lycée polyvalent, j'étais quand même parmi les meilleurs élèves, ou alors une des meilleures élèves de l'école. Et je me retrouve là j'avais pas le courage de dire à mes camarades sur Facebook ou machin, puis je suis aide-soignante, parce que ce serait comme si, pour moi, c'était comme une insulte, en fait, envers ma personne. Et à un moment, je me dis, OK, ben, il faut bien vivre de quelque chose. Donc, quand je fais la formation courte d'aide-soignante, je me dis, bon, je vais le faire juste le temps de voir si c'est vraiment ce que je veux ou si je peux vraiment exercer. Et après, je pourrais faire la formation continue comme infirmière. La formation s'est très bien passée. C'est en fait pendant la formation que je me suis rendu compte que c'est un métier noble. On ne le présente pas comme ça parce qu'on se dit c'est juste pour s'occuper des vieux, c'est juste pour ci, pour ça. Qu'est-ce que tu entends par un métier noble? Parce qu'en fait, je crois que c'est un privilège que de travailler avec des humains. C'est un privilège d'être une personne qui prend soin de quelqu'un qui est en train de vivre ses dernières heures. C'est un privilège d'être à côté d'une personne qui n'a personne d'autre, qui n'a pas de famille, par exemple, pour qui tu représentes tellement. En fait, chaque minute passée avec un nécessiteux donne du sens à ta vie. Tu réalises en fait pourquoi tu es là. Après, il faut se dire la vérité, c'est pas un corps de métier pour monsieur tout le monde. Pour le faire, il faut avoir l'amour pour les gens. Il faut être prêt à voir les gens souffrir. Il faut être prêt à donner parce que ce qu'on a, on dit c'est bien payé, c'est clair. Mais ce qu'on ressort en rémunération n'équivaut pas à ce qu'on donne. C'est un métier noble. Quand tu parles de métier noble, quand tu parles d'être là pour les gens qui vivent le dernier moment sur Terre, est-ce que ça rejoint le fait que, par exemple, nous savons, les statistiques le disent, plus de 80% des personnes qui exercent dans ce métier sont des femmes. Est-ce que cela justifie le fait que faire ce métier, il faut avoir une certaine sensibilité féminine pour être capable de tenir dans ce métier? Sensibilité féminine, je dirais, c'est un peu trop poussé parce que il faut tout simplement être un humain. Il faut être quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Tu l'as dit, 80%, ça veut dire qu'il y a 20% qui représentent les hommes. Et les hommes qui exercent ce métier ne le font pas parce qu'ils sont moins hommes que d'autres. C'est juste que à un moment, tu as le besoin. Par exemple, là, en ce moment, après 10 années de travail comme aide-soignante, je rentre à l'université pour faire le bachelor en soins infirmiers. Et le nombre de garçons que j'ai dans ma promotion, j'ai été choquée de constater parce que ce ne sont pas des garçons-filles, ce ne sont pas des homosexuels, ce ne sont pas des garçons, c'est des garçons à part entière, mais qui ont ce quelque chose, ce petit truc.
c'est pas tous les garçons qui courent après un ballon de foot ou qui veulent juste s'asseoir dans un bureau et puis donner les ordres. Il y en a qui veulent, qui ont ce besoin. Bon, la majorité, quand même, après avoir parlé avec eux, ce sont soit des garçons qui ont perdu leur maman, peut-être qui, voilà, pour 2, 3 cas, leur maman est décédée de cancer. Un autre qui s'est occupé de son père malade. Il y en a qui s'occupaient de son grand-père. Donc, ils ont eu déjà l'expérience avec un malade ou un membre de la famille très proche mourant. Et c'est ce qui a suscité en eux ce désir d'exercer parce qu'ils se sont dit, en fait, j'ai vu des gens le faire, j'ai vu quelqu'un aider ma mère, mon père, mon grand-père, j'aimerais faire aussi pour les autres. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un métier noble. C'est pas tu te lèves un matin, tu dis ok, j'y vais et puis tu y vas. Il y en a qui commencent et qui tiennent pas parce que il y a pas ce. Il faut quelque chose en fait qui se déclenche en toi. Et Et c'est c'est ce quelque chose qui te porte. Quand le travail devient compliqué, tu te dis en fait, c'est ça la substance qui. Ouais. peut-être pour nos auditeurs, pour entrer encore un peu plus en profondeur dans le contexte, s'il fallait de façon générale décrire la journée ou la semaine de quelqu'un qui fait dans le domaine, comment est-ce que tu ferais cette description? À Alors, quoi ressemble la journée d'un aide-soignant? c'est assez vaste parce que en 10 ans d'exercice, je crois, je peux dire, j'ai fait tout ce qui existe. Alors, pour 6 mois, 6 ou 8 mois, j'ai fait les soins à domicile. Ça, c'est complètement différent de tout ce qu'on peut imaginer. Explique-nous un peu, c'est quoi le soin à domicile? Ça dépend. C'est peut-être qu'on va chez un. Bon, là, on les appelle les clients parce que c'est des organisations et des particuliers qui ont peut-être un parent, un grand-parent qui a avancé en âge, qui peut plus subvenir à ses besoins du quotidien, peut plus peut-être prendre sa douche seul, peut plus faire à manger seul ou est carrément malade et alité. Donc, en fonction du profil de la personne, du client, je dirais, il faut l'aider. Dans d'autres cas, c'était juste arriver et puis piquer pour mesurer la glycémie avant d'injecter l'insuline. Donc, ça dépend toujours du profil du client. Alors, ça dit qu'on est une aide pour cette personne en arrêt. Peut-être qu'il faut mesurer juste l'insuline ou il faut mesurer la tension ou il faut lui donner des comprimés parce qu'il y en a qui sont tellement accros aux comprimés que les comprimés sont fermés dans des box. Donc, il faut arriver, c'est avec le code, tu ouvres, tu lui donnes juste la dose soit du matin ou du midi et puis voilà. Ou alors quelqu'un qui a une blessure, tu vas juste pour faire un pansement. Ensuite, j'ai travaillé en maison de retraite. C'est carrément le profil. Passons en maison de retraite, c'est des personnes qui ont atteint un certain âge pour certains. Il y en a d'autres qui sont jeunes, mais qui, suite à une maladie, peut-être un accident cérébral ou un accident même de la rue, ne peuvent plus vraiment plus la motricité. Donc, ils ont besoin d'un cadre où ils seront accompagnés. Et en maison de retraite, bon, en fonction des profils, que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, généralement, tu es juste une aide. Peut-être la personne peut se doucher. Toi, tu vas l'aider à se laver le dos, à laver peut-être les pieds, mettre la crème. Si c'est des malades en phase terminale ou des malades qui sont qu'au lit, il faut leur faire des soins au lit, il faut les changer au lit, il faut leur donner à manger au lit. Ça, c'est un autre profil. Et le profil qui m'a le plus fasciné, c'est quand j'ai travaillé à l'hôpital. Ma première expérience à l'hôpital, une clinique privée, dont je tairai le nom. J'étais en oncologie et c'est pendant mon temps d'exercice dans cette clinique, en fait, j'ai vraiment confirmé l'essence qui me... En fait, j'ai réalisé qu'est-ce que je veux faire. Et c'était? Parce que l'oncologie, ce sont bon, c'est un service où il y avait parfois de tout, mais on était spécialisé en oncologie. Et là, c'était les malades de cancer. Ça m'a en fait permis de réaliser combien de personnes souffrent de cancer. Il y a quelques années, ou même quand j'étais au Cameroun, beaucoup plus jeune, je me disais le cancer. On nous disait ça m'a dit t'es riche. On ne faisait pas ça m'a dit des vieux. On nous a fait croire toutes sortes d'utopies. Et
Le cas que j'ai pris dès le départ, c'était une jeune qui avait 27 ans. Elle avait un enfant de 17 mois. Elle a eu très mal au ventre pendant longtemps. Elle avait pris tout genre de comprimés. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Et quelqu'un lui a dit, ah, mais va voir le monsieur, docteur XY qui a un cabinet à tel endroit. Elle a appelé, elle a fait un rendez-vous. Elle allait en consultation. Il lui a fait des examens. Et quand elle est venue pour l'entretien, genre, je prêche pour qu'il lui explique l'interprétation des résultats, ben, il lui dit juste, prenez un taxi, on se retrouve à tel endroit parce que vous avez un cancer du foie. Et elle est arrivée le matin. On n'avait pas de capacité, donc il a fallu qu'elle attende dehors, enfin, dans le couloir. Je lui ai fait premier entretien qu'on fait avec le patient qui vient pour la toute première fois dans le couloir. Et j'en avais les larmes aux yeux. Je voyais une jeune femme qui a un bébé et qui a un diagnostic d'un cancer rare, mais qui tue vite. Cancer du foie. Et je suis chrétienne entre-temps. Donc ce jour, je me suis cachée pour pleurer. Je disais à Dieu, mais elle est trop jeune, pourquoi elle? Elle a un bébé. Quand en après-midi, je suis allée la voir dans sa chambre, je lui ai dit, parce que j'avais un document sur les vertus du sang de Jésus. Je suis allée la voir, je lui ai remis le document, je lui disais, vous allez lire ce document et on va prier si vous voulez. Parce que un cancer tel que celui qui a été diagnostiqué, le médecin vous a expliqué, elle me dit, oui, elle sait, ces choses sont comptées, machin. Je dis, non, mais vous n'allez pas déclarer ça. Vous allez plutôt dire que le Jésus dont le sang a coulé cette fois, le Jésus, il paraît que, parce que oui, voilà, elle n'était pas chrétienne, il paraît que il a souffert pour prendre toutes les maladies et vous incluez ce cancer dans les maladies. Et désormais, quand vous allez lui parler, parce qu'elle m'a dit que c'est pas de prêcher, j'ai dit, parlez-lui comme on parle maintenant. Vous lui dites, tout ce que je veux, c'est de pouvoir voir ma fille grandir. Accorde-moi juste la grâce de voir mon enfant grandir. Je suis rentrée tellement lourde, tellement... Mais je me disais, Dieu va faire quelque chose. Et ça, c'était l'expérience qui m'a aidée à beaucoup plus porter les gens, les patients en prière. Parce que j'ai vu cette fille lutter contre la maladie. Je l'ai vue souffrir, j'ai pleuré avec elle, je l'ai vue aller bien, aller mal. Il y avait des séances de chimio qu'elle supportait, il y en a qu'elle ne supportait pas du tout. C'était un parcours et on a fêté l'année, il y a 2 ans, on a fêté ces 2 ans de vie sans cancer. C'est vrai, là, elle a rechuté. Mais peut-être revenons un peu dans la période où on découvre le cancer. Exactement. Tu viens d'expliquer l'impact, l'accompagnement et tout ça. J'aimerais savoir quel est l'impact que un tel travail, un tel accompagnement peut avoir dans la vie privée de quelqu'un qui exerce dans le domaine comme toi, par exemple. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Parce que les soignants, que ce soit les aides-soignants ou les infirmiers, ont un rôle très important dans la vie du patient. Le médecin est juste celui qui vient, qui, en fonction des problèmes que le patient a, il fait un diagnostic, il donne un traitement. Qui administre le traitement, c'est l'infirmier. Qui suit le patient, c'est l'infirmier. Le médecin, lui, vient juste pour la bureaucratie. Le suivi, comment va le patient, encourager, conseiller, accompagner, c'est le corps soignant, c'est les soignants qui le font. Et naturellement, si un soignant a autant de responsabilités, ça veut dire qu'il a aussi une grande charge. À savoir que généralement, nous sommes des femmes qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont aussi leurs émotions, qui ont leur bagage. Mm-hmm. Il faut pouvoir dealer, gérer pour tenir sur du long terme. Et moi, ce qui a fait du sens, en fait, à un moment pour moi, c'est que
Ma mère nous a dit, il y a très longtemps, elle a dit ça. Et quand elle disait, pour moi, c'était, si ça lui fait du bien, tant mieux. Ça ne me concerne pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait dit, quand elle va travailler, elle a un manteau. Lorsqu'elle arrive au portail de l'hôpital, à l'hôpital général, elle enlève le manteau de la maison, elle le laisse tomber et elle rentre dans l'hôpital, elle porte sa blouse. Elle porte sa blouse pour toute la journée, 8h, 16h, 16h30, 17h. Et le soir, elle enlève la blouse, elle laisse tomber dans l'enceinte de l'hôpital et elle avance. Lorsqu'elle est en dehors de la barrière, elle remet son manteau pour la maison. Pour moi, c'était pour qui elle raconte ça, ça n'avait pas de sens pour moi. Mais quand j'ai commencé à travailler dans ce corps de métier, je me suis rendu compte de ce que ça signifiait. Ça dit qu'il faut pouvoir faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Il faut faire Selbstpflege, c'est quoi? Il faut savoir prendre soin de soi. Ouais. Si tu ne peux pas prendre soin de toi-même, si tu ne peux pas faire une véritable Cassure. coupure, voilà, cassure entre ta vie professionnelle et ta vie privée, en fait, tu ne tiendras pas sur du long terme. Et mes collègues à l'époque se sont posé la question parce qu'il y en a un qui est venu, il faut me trouver justement dans la chambre avec la patiente. Elle pleurait, je pleurais avec elle. Il a ouvert, il nous a vus, ben, il a juste refermé doucement, il est sorti. Et il m'a appelé sur mon téléphone de travail, like, il savait que j'avais réagi par rapport à l'appel. Et quand j'ai vu que c'est lui qui a appelé, j'ai juste décroché et il me dit, viens. Quand je suis sortie, lui s'est dit que j'avais besoin d'aide. Ah non, il faut qu'on remplisse le formulaire parce qu'on avait la possibilité d'être suivi par les psychiatres. Est-ce que c'est trop pour toi, machin? Je dis non. En fait, si je suis avec quelqu'un qui est mal, je suis mal avec. Ça ne veut pas dire que je suis tellement mal que j'ai besoin d'être accompagnée. C'est juste que tu es humain. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un métier noble parce que il faut que tu sois en mesure de rentrer dans la peau de l'autre, vivre ce que l'autre vit pour pouvoir l'accompagner. Si tu ne peux pas ressentir, si tu ne connais pas le besoin de quelqu'un, tu ne peux pas l'accompagner en fait. Et ce qui est important, c'est justement pouvoir faire la part des choses entre ce que tu vis avec la personne et rentrer chez toi le soir sans que ce soit un poids pour ta famille. Ça veut dire pour toi, peut-être pour situer le contexte, en général, d'après mes observations, dans le domaine, très peu font une longue carrière. Nous avons des gens qui, après 10 ans, changent complètement de métier ou après une quinzaine d'années. Est-ce que c'est le poids de cette charge mentale dont on vit de façon quotidienne qui peut expliquer le fait que qu'on arrive après un certain temps, on n'arrive plus à supporter et on change complètement le métier, ou il y a d'autres raisons qui justifieraient le fait que on ne fait pas carrière de façon durable dans le métier? Je dirais qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu parce que les autres aussi changent, hein. Il y en a qui commencent comme euh, assistant ou cadre dans une assurance, ensuite qui changent pour aller travailler plutôt avec les jeunes, qui changent pour aller... C'est juste que lorsque quelqu'un est dans les soins et qu'il change, c'est très vite vu, c'est très vite perçu. On ne change pas forcément parce qu'on n'y arrive plus. Des fois, les gens changent parce qu'ils ont besoin d'un vent nouveau. Comme je disais, en 10 ans, j'ai fait différents employeurs parce que j'avais justement besoin de changer un peu d'environnement, sortir de la routine. Et ça existe dans tous les corps de métier. Quand on se rend compte qu'on est tombé dans la routine, c'est pour ça que des employeurs proposent toujours la possibilité de faire des formations en continu pour c'est un peu comme dans une relation amoureuse. Si on ne ravite, si on ne, moi, je dis toujours, la relation amoureuse, c'est comme un feu et puis il y a le bois. À chaque fois, il faut quelqu'un qui va venir réajuster le bois parce que si le bois brûle, à un moment, au milieu, il n'y a plus de feu. Donc, il faut tout le temps venir pousser le bois ou les charbons, pousser pour que la flamme reste. C'est justement pour ça qu'il y a des formations continues et il y en a qui ont juste besoin de complètement changer. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, où je me suis dit, en étant aide-soignant, je suis trop limitée.
Alors, quand on va faire une formation en continu, on apprend peut-être une compétence supplémentaire pour faire, je ne sais pas moi, validation. Validation, c'est spécifique pour accompagner des personnes malades d'Alzheimer, par exemple. Enfin, les prendre dans le contexte où ils sont et essayer de les amener où on veut qu'ils aient, raviver un peu leur mémoire. On propose par exemple de faire les cours d'animation. Donc, à côté des soins que tu fais, tu peux occuper les personnes dans les maisons de retraite, dans les centres, dans les différentes activités pour occuper les gens, pour qu'ils travaillent aussi leur mental. Et il y en a qui décident carrément, comme je l'ai fait, de dire, OK, je retourne carrément à l'école, je laisse tout tomber, je retourne à l'université ou alors aux études, parce que je sais que quand je sors des études, j'ai une grande porte en fait qui s'ouvre et puis il y a beaucoup de possibilités. Tu peux dire, OK, moi je sors en étant infirmier, je vais me spécialiser pour les enfants, je vais me spécialiser en oncologie, je vais me spécialiser en psychiatrie. Tu as un horizon plus grand, tu as beaucoup plus d'opportunités. Alors, la majorité qui, après un moment, décide d'arrêter, d'après ce que j'ai observé, ce sont des personnes qui étaient peut-être aides-soignantes et qui se sont dit, je suis trop vieille pour retourner à l'école. Et j'ai un pasteur mentor qui disait, oui, bon, on te dit d'aller à l'école, tu dis non, ça va durer 3 ans. Et il a dit, si tu as 40 ans, dans 3 ans, tu auras 43 ans. Que tu aies 43 ans, avec le bachelor ou sans le bachelor, tu auras les 43 ans. Donc, à un moment, fais quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'en faisant quelque chose, en fait, on rajoute de la valeur à soi. Et la valeur ajoutée, ça aide toujours. Les personnes qui vont décider de partir parce qu'après 10 ans, je n'en peux plus, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le facteur physiologique parce que le corps prend des coups. Il y en a qui, pendant longtemps, 10 ans, disons, ou 12, enfin, partons sur la base de 10 ans, ont travaillé à la maison, donc dans les soins à domicile. Les soins à domicile, ça signifie que à 99,99%, tu es seul. Ça veut dire que si tu as affaire à un client qui est difficile à soigner et que les conditions ne sont pas réunies, tu donnes beaucoup plus de toi. Ça veut dire peut-être il faut tirer, porter, soulever et ça va là, dans le dos. Et après, on développe une hernie ou autre chose qui, à un moment, peut être pour nous une cause de handicap. Donc, beaucoup décident carrément de changer parce que le corps ne suit pas. Et c'est là, moi, je dis, si on est un peu clever, si on est un peu smart, lorsque j'ai les premiers signes, je quitte carrément ce créneau, genre, je quitte les soins à domicile, je vais travailler dans un contexte où il y aura toujours quelqu'un qui peut m'aider. Après, chacun est libre de changer. Comme j'ai dit, c'est pas que dans les soins que les gens changent, il y en a qui changent dans tous les secteurs de métier. Si je ne prends pas soin de moi-même, en fait, personne ne prendra soin de moi. C'est dans toutes les entreprises. Si tu es dans une entreprise et que tu donnes 110% de ce que tu devrais donner, en fait, le jour où tu n'es pas là, si tu tombes et que tu réponds plus, ben, c'est comme une orange qu'on a pressée et puis qu'on a jetée, quoi. On est remplacé comme ça. C'est pour ça que chacun devrait, peu importe dans quel corps de métier on exerce, se dire, en fait, moi, je me choisis, moi, je suis importante. Je donne ce que je peux donner, je fais bien, je fais très bien ce que je fais, mais avec réserve. Parce que j'aime moi-même, j'aime ma vie, alors je veux préserver ma vie. Et avoir quelque chose qui nous permet de balancer, quelque chose qui donne l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, mais on a des cas dans des gens qui travaillent dans les bureaux qui ont le burn-out. Ouais. Voilà. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les soins, mais les burn-out, le plus grand nombre de burn-out qu'on a en réalité, ce n'est pas des personnes dans les soins, c'est des gens dans les bureaux. Les personnes les plus dépressives, ce n'est pas dans les soins. Les soignants ne sont pas dépressifs. Parce qu'ils ont toujours quelqu'un avec qui parler, ils ont toujours quelqu'un. Voilà. Ils ont affaire aux humains. Voilà, donc ça, c'est côté positif aussi. Ok, on dira oui, ceux qui sont en psychiatrie, ils ont aussi des petites tics là, ils ont des... Ah ouais, mais la plupart du cas, ils sont aussi à côté de la plaque. Mais au moins, on a des maladies qui nous arrivent, qui ne vont jamais nous prendre parce que on est dans l'interaction avec les personnes. Ok.
qu'est-ce que tu as vécu comme intrigue jusqu'ici, au fort de tes 10 ans d'expérience? Je vais revenir sur ma première expérience, très belle expérience dans le secteur. J'étais encore en formation. Alors que j'étais en stage en maison de retraite, j'étais dans la chambre avec une résidente qui m'a donné 120 euros en me disant euh, ce qu'elle voulait que j'achète avec l'argent. Je le regardais, je me demandais, est-ce qu'elle est démente? Est-ce que elle ne va pas se plaindre après que je lui ai volé son argent? Je me suis posé mille et une questions. Elle m'avait demandé d'aller à Palmer's et de lui acheter de la lingerie fine. Une femme de plus de 80, 85 ans. Je suis allée voir ma responsable de stage et je lui ai dit, voilà, elle m'a donné cet argent. Elle me demande de lui acheter tant, de telle couleur, telle qualité, machin et tout. Et l'infirmière m'a demandé c'est pourquoi. Je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle aimerait qu'on lui mette ça pour ses obsèques, pour son enterrement. Et la dame était dans cette maison de retraite depuis une dizaine d'années. Elle n'avait jamais confié cela à personne. Et elle m'avait justement dit de ne pas en parler. C'était pour elle son Herz, also son vœu le plus cher. Et elle voulait le confier à quelqu'un de confiant. Et pour moi, je rentrais à peine dans le métier. Et de constater que quelqu'un qui ne me connaît de nulle part peut me faire autant confiance, c'était comme un plein de like. Tu es au bon endroit, quand tu fais la bonne chose. Donc, là, je vais acheter sa lingerie fine. Elle était méga contente. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai pas assisté j'étais là juste pour quelques mois, donc je suis partie. Je sais pas comment ça s'est passé après. Mais j'ai quand même eu ce sentiment de satisfaction. Genre, tu te dis, j'ai contribué à la dernière volonté de quelqu'un. Sans le vouloir, sans vraiment t'impliquer là, et que j'ai mis mon argent, quoi, mais au moins j'ai contribué, j'ai participé à ce que quelqu'un parte comme il aurait souhaité partir. Et toujours en stage, j'ai eu un des coups les plus durs que j'ai connus. C'était mon premier cas de décès. Le monsieur, il est arrivé la nuit. Moi, je suis allée le matin en stage. Voilà, généralement, les stagiaires font ce que les autres ne veulent pas faire. Et c'est un monsieur qui avait un cancer en phase terminale. Personne ne voulait lui donner à manger parce que il saignait tellement de la bouche. Donc, quand tu lui ramenais la cuillère dans la bouche avec quelque chose, il prenait ce que tu lui donnais, mais la cuillère ressortait plein de sang. Et oui, il se disait, mais ça sert à rien, qui va faire ça, machin. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, oui, je vais le faire. Je lui ai donné le petit déjeuner. Le midi, je lui ai donné pas une compote, comme une braille. Comme une bouillie, mais une bouillie salée. Et je lui dis, je vais rapidement à la pause. Je vais manger, puis je reviens. Et il m'a fait ça. Je sors, je vais à la pause, maman, je vais manger. Et quand je reviens de ma pause, il y avait du monde dans la chambre. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là il y a 20-25 minutes. Et quand je rentre dans la chambre, en fait, entre-temps, le monsieur était décédé. Il ne m'a pas attendu, il m'a porté ses adieux, il est parti. Et on a annoncé, ça s'est passé tellement vite parce qu'on a annoncé, bon, la foule dans la chambre, c'est parce que quand quelqu'un décède, il faut maintenant venir, le médecin doit venir certifier qu'il est décédé et tout. Et quand moi j'arrive, je vois du monde, j'essaie de faire la place, je rentre et puis je me rends compte qu'il est mort. J'ai éclaté en sanglots parce que je me disais, pourquoi il ne m'a pas dit qu'il partait? J'étais là, il n'y a même pas une demi-heure. J'ai pas pu lui faire mes adieux. 2 jours, je me suis occupée de lui. Le matin, le midi, l'après-midi. Comment il part comme ça sans faire ses adieux? C'était dur. J'ai tellement pleuré que ça m'a valu une remarque. On m'avait dit à la fin, hein, tu fais le stage quelque part, à la fin, on te fait une note de haut en haut, donc une note.
Et elle avait bien mentionné qu'elle ne sait pas si je suis adaptée au corps de métier parce que je suis très émotionnelle. Et c'est quelque chose qui m'a marquée parce que je me dis, c'est pas parce qu'on travaille avec des malades, c'est pas parce que c'est un métier que les gens essaient toujours de remettre, genre, c'est parce qu'on veut qu'on ne devient, on n'est plus humain. On est des humains, même si on est confronté à la mort. Naturellement, c'était le premier cas. J'ai pensé à combien de personnes sont décédées. J'ai pensé au décès de mon père. J'ai pensé à tous les morts, que les personnes chères qui étaient parties. Et j'étais énervée. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit au revoir? Mon père, il est parti, je n'étais pas à côté. Mais lui, j'étais avec lui il y a 30 minutes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce stage a duré 10 semaines. Et en 10 semaines, j'ai eu 22 cas de décès. Donc, ça veut dire que je suis sortie de là robuste. Aujourd'hui, il n'y a pas un décès qui peut plus m'affecter parce que je suis comme immunisée. Et quand on en a parlé à l'école, à l'université, en début de bachelor, là, quelqu'un justement avait vécu un cas de décès, il était complètement déboussolé. J'ai partagé juste ce témoignage justement et j'ai dit, je suis immunisée. Et j'ai fini par comprendre de toutes les façons. Nous venons sur la terre pour un but et nous sommes appelés à partir. On ne sait jamais ni le jour ni l'heure. La chose la plus importante, c'est quand je pars, je vais où? Nous allons tous partir. Personne ne sait, même moi qui suis là, oui, je suis chrétienne, je prie, je crois en Dieu, mais je ne sais pas quand je vais partir, mais quand je pars, je vais où? C'est pour ça qu'on est en vie, je me dis, il est important que chacun ait quelque part dans un coin de sa tête l'information quand je pars, je vais où? Parce qu'il y a une éternité. Et ouais, donc j'ai eu une belle expérience de quelqu'un qui prépare son départ. J'ai eu l'expérience de quelqu'un qui part comme ça sans être préparé. J'ai fait les expériences de malades de cancer qui sont guéris du cancer. J'ai eu des expériences des personnes qui arrivent à l'hôpital, on les a trouvés dans leur maison, couchés par terre depuis, personne ne sait depuis combien de temps, parce qu'il a fait une crise. Bon, la dame, elle avait eu une crise d'hypoglycémie. On a cru qu'elle partait. Tout le monde avait dit, les médecins avaient dit qu'elle mourrait parce que on pouvait plus mesurer les paramètres, la tension, l'oxygène. Elle était morte. Bon, on avait juste parce que tu peux pas laisser quelqu'un mourir comme ça. Et au bout de 3 jours, elle ouvre les yeux, elle parle, elle sourit. Elle vous raconte des histoires. Et après 2 semaines, elle est sur pied, elle rentre chez elle, elle revient vous donner des cadeaux. C'est pour ça que je dis c'est un métier noble. Parce qu'on a la grâce, on a le privilège d'accompagner les gens dans tous les domaines de leur vie. C'est vrai, c'est rattaché aussi à la peine, à la souffrance. Quand on a affaire à une personne qui fait une dépression, c'est compliqué. Quand on a affaire aux personnes qui sont en, comment on dit, un programme, un programme de substitution, peut-être quelqu'un qui est alcoolique. Ça, j'ai vécu aussi. On l'emmène, il est tellement sous pression qu'il faut le fixer, il faut fixer les bras, les pieds, il faut 6, 7 personnes pour le mobiliser sur le lit. Et au bout de quelques jours, la personne, c'est comme une fleur qui, la personne redevient normale et demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à tel moment, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? On ne s'ennuie pas en fait. Est-ce que quand on traverse toutes ces expériences, on change? Si oui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie après avoir traversé tous ces moments de bonheur, de peine? Est-ce qu'on commence à voir la vie différemment? Si oui, comment? Je ne crois pas que ce qui me maintient équilibrée soit en rapport avec le travail ou la charge qu'entraîne le travail, mais parce que je suis chrétienne et que ma source est en Dieu. Je ne m'appuie pas sur les clés qu'on nous donne pendant les formations. Je ne m'appuie pas sur les possibilités parce que quand on travaille dans une institution bien organisée, bien structurée, on a toujours des superviseurs, on a des psychiatres,
ou des psychologues, quand on a besoin de parler, on peut toujours booker un rendez-vous pour aller parler parce que voilà, comme ils disent en allemand, runterkommen, pour descendre, voilà, pour se vider. Et moi, ce genre d'offres, je ne les prends pas en considération parce que je me dis, quand je vais parler avec un psychiatre, je parle à un homme, en fait, qui ne peut pas aller dans les profondeurs de mes challenges. Il va me donner des conseils, il va même me donner, beaucoup prennent des comprimés. J'ai beaucoup de collègues qui, pour dormir, prenaient des comprimés parce qu'il faut se calmer, Mais moi, je dis, le comprimé ne soigne pas. Le comprimé ne soigne pas le mal, le comprimé soigne les symptômes. Mais la réalité, c'est que le médecin va me donner quelque chose pour soigner un symptôme. Pourtant, il faut aller à la source. C'est pour ça, mon équilibre, ce qui me fait être aujourd'hui encore en pleine forme, ce qui me fait me dire qu'après mes études, je vais aller travailler en psychiatrie, c'est pas parce que je crois avoir trouvé un psychiatre super fit, un psychiatre assez expérimenté qui va me donner les meilleurs skills. C'est parce que je sais que ma source, qui est Dieu, en fait, est au-dessus de tous les psychiatres. Et c'est le problème que beaucoup ont dans les corps de métier parce que on compte trop sur soi, on compte trop sur les clés qu'on nous donne à l'école, les clés que les médecins proposent. En fait, le médecin aussi, en principe, devrait dépendre de quelqu'un, un être suprême. Et c'est pour ça que je dis, pour rester longtemps dans le corps de métier, il faut il faut aimer sa vie, il faut aimer sa personne. Mais le plus important, c'est d'avoir une source où on va s'abreuver. Nos téléphones, quand on utilise à un moment la batterie à plat, il faut recharger la batterie. Nos voitures ont besoin de carburant ou d'électricité. Donc, nous aussi, personne, à un moment, on a besoin de reconnecter pour recharger la batterie. C'est pas un comprimé qui va charger ma batterie. Il faut que je connecte à une source inépuisable. C'est ça le français, non? Il faut que je puisse connecter à une source. Et ma source, en fait, c'est que quand je rentre en chemin déjà, je ne ramène pas ce que je vis en journée à la maison. Je peux en parler vite fait à la maison, mais je ne laisse pas que ce soit le fil conducteur en fait de ma vie. Et toujours à un moment, je me retire, je prie et je demande à Dieu de me recharger. Parce que quand je vais aborder les patients, quand je suis avec les gens, ce que je dis, ce que je fais, c'est pas mes compétences, c'est parce que je reçois de quelque part que je peux donner. Et en français, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, si je n'ai pas de réserve, en fait, je ne peux rien donner aux autres. C'est pour ça qu'on est confronté aux soignants. Je ne sais pas à qui je le disais aujourd'hui d'ailleurs. On est confronté aux soignants qui sont frustrés. Et quand on est frustré, on transmet la frustration, même si on ne le dit pas. Pendant que je suis en train d'aider quelqu'un, je suis impatiente, je suis agressive, je suis insolente, je suis impolie. Ça, ce sont des signes en fait de frustration, de débordement. Et généralement, on se dit, j'ai besoin d'argent. Je dois travailler parce qu'il faut que je paye mes factures. Et on oublie en réalité que les personnes qu'on accompagne reçoivent parce qu'on leur dit toujours, mais ce qu'on émet. On transmet beaucoup d'informations sans parler en fait, dans la gestuelle, dans le regard, dans la façon d'être avec les autres. C'est pour ça qu'il est important pour toute personne. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça la mode, mais la tendance depuis quelques années, c'est qu'on a justement beaucoup de... Je ne sais pas si ce sont les démarcheurs, mais il y a quelqu'un qui fait ce travail-là en amont. Au Cameroun, au Sénégal, je sais que maintenant, il y a en Tunisie, il y a une clinique basée ici qui recrute directement en Tunisie. Ils recrutent des infirmiers, ils les emmènent ici. J'ai eu une, par exemple, dans la promotion, là, au 4e semestre, elle est venue juste pour certaines matières, pour
pour que son diplôme d'infirmier tunisien Soit reconnu. soit reconnu en Autriche. Il faut le changer en bachelor. Donc, elle a quelques 5 ou 6 matières qu'elle devrait passer pour avoir l'équivalent. Et en fait, quand on va prendre des infirmiers là-bas, je suis tout à fait d'accord avec, parce que c'est des gens qui savent à quoi s'attendre. Ils ont été formés, ils sont préparés pour le travail. Mais lorsqu'on fait venir, dans le cas d'espèce, j'ai une sœur qui était, elle était indépendante au Cameroun. Elle faisait pas dans les soins, elle était esthéticienne. J'en connais un autre qui était professeur de lycée, qui ont immigré au Canada. En arrivant au Canada, bon, le jeune prof se dit, il va enseigner, il va faire un programme de recyclage, je ne sais pas quoi, et puis il va enseigner. Les enseignants, on en cherche partout. Mais malheureusement, le diplôme universitaire camerounais, hein, n'est pas validé comme diplôme, il n'est pas reconnu comme un enseignant au Canada. Et parce que tu es jeune, tu as une femme, tu as une famille, tu dois produire. Qu'est-ce qu'il fait? Formation courte. Soignant. Mais en fait, le petit, il n'était pas préparé à ça. C'est aussi l'une des raisons pourquoi je t'ai invité à ce podcast, pour que peut-être, au fort de tes 10 années d'expérience, tu essaies de nous dire comment se préparer. Quelles peuvent, par exemple, selon toi, les aptitudes qu'on devrait avoir si on veut s'engager dans une carrière dans ce domaine? Il faut être résilient. Pour ceux qui viennent en Europe, il faut être en mesure d'accepter qu'on sera insulté, hein. J'ai eu le cas d'un patient de cancer. J'étais de nuit. Je vais dans sa chambre pour lui faire son injection, donner les comprimés. Il me dit non. Il ne se laisse pas soigner par moi. Et j'étais surprise. C'est un hôpital de haut standing, dont je me dis, ceux qui viennent dans cette clinique, c'est des personnes qui ont quand même le minima. Et il s'est énervé. Mais vraiment, c'est là que j'ai compris que le gars était sérieux. Je me dis, mais tu es là, misérable, malade. Laisse au moins que quelqu'un prenne soin de toi. Ah, vous sortez de ma chambre. Je veux une personne qualifiée. Et je lui demande, comment est-ce que vous savez que je ne suis pas qualifiée? Je ne veux pas d'une personne de votre apparence dans ma chambre. Sortez. Et le collègue qui passait entend ça et puis il rentre, il demande, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, oui, vous pouvez. Non, je veux les soins de vous, mais elle, non. Et il demande pourquoi. Je ne me laisse pas soigner par les personnes qui sont comme elle. En fait, il faisait allusion à ma couleur. Et j'ai regardé le monsieur. En 30 secondes, j'ai vu ma vie défiler. Je me disais, si je lui donne un coup de poing, un seul coup de poing, je l'éteins. Je vais faire la prison et je suis fichée à vie. Je me suis vue en train de perdre mon travail, je voyais, je ne pourrais plus voir ma famille. À cause d'un seul coup de poing, je me dis, fini. La seule chose que j'ai eue comme issue, c'était de pleurer. J'étais tellement énervée que je tremblais, je pleurais. Donc, pour faire ce métier, il faut être en mesure d'encaisser. Parce que quelqu'un t'est su, tu es noir, tu es N. Bon, ici, c'est N. Hein. On te traite de tous les noms parce que tu es noir. On refuse même de prendre en considération ta qualification parce que tu es noir. En fait, si tu es noir, tu es supposé faire peut-être laver les toilettes ou... En fait, tu n'es pas qualifié pour travailler auprès des personnes dans une clinique d'un certain standing, tu vois. Et aussi, il faut être prêt à faire les concessions. Parce qu'on a affaire à les collèges, je disais, à quelque temps, vous êtes en équipe, tout se passe bien, et dès que vous sortez, la collègue qui est au travail est bien avec toi, elle goûte ta nourriture, elle mange avec toi, elle te voit dans la rue, vous sortez là, elle ne te connaît plus. Parce qu'elle ne veut pas s'afficher. Bon, elle travaille là, elle est soignante.
Et il ne faut pas qu'on voit que vous avez le même niveau. Et aussi, il faut aimer les gens. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Pas venir faire le métier parce qu'on m'a dit qu'il y a toujours du travail, on m'a dit qu'on gagne bien. Mais venir faire ce travail parce que on a de l'amour pour les autres. On n'aime pas que sa famille et ses amis, mais on est prêt à... Bon, moi, ma fille, par exemple, a dit ne peut pas toucher un inconnu. Il faut être prêt. Ça paraît stupide, hein? Mais il faut être prêt à toucher quelqu'un qui est sale. Moi, pendant longtemps, c'était mon challenge. Je voulais travailler avec les gens, mais en fait, je ne voulais pas les toucher parce qu'ils sont sales. J'ai dû surmonter ça parce que j'ai quand même grandi dans un cadre où la propreté, c'est la base. Et tu te retrouves avec des gens qui puent. Mais cette personne qui pue, ben, tu dois pouvoir prendre sa tension. Cette personne qui pue, il faut que tu la touches pour prendre du sang. Cette personne qui pue, il faut que tu l'aides même à faire sa toilette. Moi, j'étais contente pendant le Covid parce que je portais le masque. Tu pues, tu ne pues pas. En tout cas, c'est Corona, on se protège. Et après Corona, pendant longtemps, je travaillais avec le masque parce que les gens qui puent, vraiment. Je me cachais derrière mon masque. On me demande, ça va? Non, non, c'est un début de ci, de ça, en fait, parce que je ne supporte pas les gens qui puent. Il faut être en mesure d'accepter les gens qui sont sales. Il faut être capable d'accepter, de coopérer avec ce qu'on n'aime pas. En fait, en gros, il faut être capable de mourir à soi. Il faut mourir pour aimer les autres. C'est un métier où on se sacrifie beaucoup, en gros. Il faut beaucoup se sacrifier. Et si je me vois au Cameroun, il y a 20 ans, jeune fille, toujours bien mise, toujours machin, tu sens bon. Non, tu vas pas faire ça. Il faut mourir à soi. Quand je t'écoute, quand je visualise ton visage, quand tu parles de ce métier, je vois beaucoup de joie, je vois beaucoup d'émotions positives, de vibrations. Est-ce que ce métier te rend heureuse? Je peux dire que j'ai trouvé mon domaine, en fait. Parce que je ne me limite pas aux soins, je ne me limite pas aux personnes misérables. J'élargis mon cercle. Ce qui me procure de la joie, c'est de voir les gens bien. Constater que quelqu'un était down et que au contact de ta personne, la personne est transformée. Et c'est pour ça que je peux dire que en allant faire ce métier, en fait, j'ai découvert un côté de moi que j'avais jamais soupçonné. Accompagner les gens, booster les gens, motiver les gens. C'est pas que le médicament, pilule, comprimé, sirop qui aide, mais en fait, la vraie guérison, voilà. La véritable guérison ne vient pas du cachet que tu prends, mais de ce qui accompagne, de ce qui enrobe le cachet. L'accompagnement qu'on te propose, les conseils qu'on te donne, l'amour qu'on te donne. Le Zuwendung, c'est quoi? Ah, mon allemand n'est pas possible. L'amour qu'on te donne. En fait, la personne te donne des soins, mais à côté des soins, elle te transmet quelque chose quelque chose que tu peux pas acheter, en fait, que tu peux pas matérialiser. Tu peux même pas matérialiser. Et c'est ça ce qui, pour moi, fait la magie de ce travail. Pouvoir transmettre aux gens, que ce soit, des fois, c'est juste un sourire, c'est juste une main qu'on tient. C'est une prière qui n'est même pas audible. Mais ce que tu transmets là, c'est cette essence-là. Et c'est ce qui, pour moi, ça donne du sens à ma vie, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ce métier? Ah, ce que je déteste, c'est qu'il y a des personnes qui sont sales. Il y a des gens qui,
Là, par exemple, la semaine dernière, je suis demandé, mais comment est-ce que quelqu'un vient pour se faire opérer? Mais tu sais qu'après l'opération, tu auras des pansements. Ça veut dire que tu vas pas te doucher dès que tu rentres. Mais douche-toi avant de sortir, frère. Tu arrives, on te dit, ok, maintenant tu vas te changer, tu mets juste cette robe et cette culotte. Et la personne se déshabille quand tu reviens après qu'elle ait porté son truc. Toute la pièce plie, tu te dis, ah, tu sais pas quel est déodorant qui coûte 2 euros. Et le truc, c'est tellement tu dois mourir parce que tu constates ça, tu peux rien lui dire. Tu dois juste supporter. Supporter et sourire. Supporter et rester de bonne humeur, quoi. Ça, c'est la chose pour moi la plus difficile. Faire semblant, je sais pas faire semblant. Et généralement, quand il y a une situation pareille, si le patient est attentif, il constate que, Il y a une gêne. ouais, que mon humeur a un peu basculé. Mais bon, on est des humains. On essaie toujours de rattraper, ouais. Ouais, c'est ce que je n'aime pas dans le corps de métier. On n'a pas l'autorisation d'être vrai. On n'a pas l'autorisation d'être authentique quand c'est négatif. Quand quelqu'un est en phase terminale, si son médecin traitant ne lui dit pas, moi je connais la vérité, en fait, je peux pas parler. Et c'est c'est ça, c'est ce côté un peu mesquin où on emballe, on camoufle, on cache la vérité des fois. C'est ça, c'est un côté ce côté mesquin, je n'aime pas, mais il faut conjuguer avec. Mais je sais quand même, quand j'étais en oncologie, il y avait des cas où indirectement, j'ai donné des informations. Indirectement. Est-ce que ça t'a valu des sanctions? Non, parce que tu ne veux pas prouver que c'est ce que je disais. Tu peux pas le prouver et de toutes les façons, les patients sont reconnaissants quand on leur file l'information. Ça leur permet de se préparer aussi autrement. Ça leur permet de voir les choses différemment parce que dans les cliniques privées, par exemple, où quelqu'un paye tout de sa poche, quand il y a vraiment plus d'espoir, à un moment, s'il sait qu'il y a plus d'espoir, il sait comment canaliser ses thérapies, il sait comment gérer son argent, il sait, même si c'est pas l'argent, il sait comment gérer le temps qui lui reste. Il y en a qui ont juste besoin de faire un voyage, il y en a qui veulent juste faire une chose, peut-être insignifiante, peut-être aller, je sais pas, faire une chose banale. Et quand je sais qu'en fait ma fin est proche, je me dis, ok, je veux le faire, mais si ça arrivait dans 6 mois, que je l'ai au moins fait. C'est, ouais, pouvoir être vrai, c'est pas toujours validé, c'est pas toujours accepté, mais si on sait comment jongler, on peut toujours soulager les gens en leur donnant l'information de façon indirecte. Donc, c'est gérable. À propos fin, tu parlais des fins tout à l'heure. Je te pose une question à toi, à ta personne. Si aujourd'hui il te restait 1 année de vie sur Terre, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu vivrais ces 365 jours restants? Mais c'est ce que j'essaie déjà de faire maintenant. Je n'y arrive pas toujours, mais Comme je l'ai dit, hein, je sais qu'il y a une éternité. Je sais que on est tous appelés à partir. Personne ne sait quand le jour sera arrivé. On ne sait ni le jour. La Bible dit que Jésus va arriver comme un voleur. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour ça qu'il est important chaque jour de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Moi, mon vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que si je meurs maintenant, je vais retrouver mon papa au ciel. Pour moi, ça, c'est pas un problème parce que je sais que je suis sauvée, je suis née de nouveau. Et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne sait pas où il va se retrouver quand il est mort. Moi, j'ai l'assurance que j'irai pas en enfer. Donc, je suis prête à partir en tout moment. Dans les 365 jours à venir, ouais, j'essaierai de passer le maximum de temps avec les personnes que j'aime. J'essaierai de accélérer. Moi, mon plus grand rêve, c'est de faire Kreuzfahrt. C'est quoi Kreuzfahrt? Passière. Une croisière. Donc, je ferai tout pour que ma croisière se passe bientôt, pour que je la vive avant de partir. Sinon,
Moi, je suis prête à partir à tout moment. J'ai pas peur de la mort parce que je sais que si je meurs, je vais chez mon père, il y aura la fête là, il va là-bas tous les jours. Donc. Bon, les 365 jours, je vais m'atteler aussi à gagner le maximum d'âme, donc à sensibiliser les gens pour leur faire comprendre qu'en fait, la vie ici est bien, mais le plus important, aussi longtemps qu'on vit, c'est où est-ce que je vais quand je meurs. Et travailler à son salut, travailler à la garantie de cette vie-là, de l'éternité. Ouais. Parce qu'après la vie terrestre, il y a une vie éternelle. Autre question, et s'il te restait, si ce soir tu devais partir et que tu n'as plus la possibilité de dire quelque chose, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas dit? À qui? À qui tu veux? Ce que je regretterais le plus aujourd'hui, ce serait de n'avoir pas vraiment profité de la relation avec mes frères. Ouais. De n'avoir pas maximisé. Avec mes frères, on a eu une enfance on était très, très, très soudés. Et en arrivant en Europe, les choses se sont dégradées avec le temps, mais vraiment dégradées. Et c'est d'ailleurs mon défi pour cette année, de vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour recoller les morceaux, pour réajuster les choses, pour pouvoir revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années, quoi. Qui est cette unité, qui est ce lien fort qui a toujours existé? Pour moi, c'est mon désir le plus cher pour l'année 2026. Leur dire que je les aime, pas que ce soit des mots genre oui, je t'aime, non, mais que je puisse le leur dire et que je veux passer du temps avec eux. Passer un week-end, une journée, mais vraiment où on ne pense à rien, où on n'a pas forcément les maris, femmes, enfants, juste nous, quoi. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ouais, ça c'est la vraie question. Généralement, je me dis, je veux que la semaine prochaine, je vais appeler, je vais organiser, tel examen, tel autre. Et on remet toujours à demain, on remet. Et après, on se rend compte que le temps passe et on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Au vu pendant que je parlais, je me disais, avec toi-même, Jules, on a eu de très bons moments. Il y a des années de ça et j'étais là à me dire, mais c'est pas parce que je n'aime pas aller vendre que... C'est pas parce que je peux pas me lever forcément tout le matin qu'on aille faire une promenade dans la nature il faut. En fait, je crois que c'est important de payer le prix pour chaque relation qui compose. Parce qu'à la fin de la journée, l'argent qu'on aurait travaillé, les beaux habits qu'on a portés, les belles voitures qu'on a conduites, en fait, tout ça c'est éphémère. À la fin de la journée, ce qui nous reste, c'est l'échange qu'on a eu avec les autres, c'est l'amour qu'on a partagé avec les autres. Et pendant que je parlais de ça aujourd'hui, je disais, en fait, avec les patients, avec les malades, je me sens tellement à l'aise. Mais il y a des personnes à côté de moi que j'aime, qui me sont plus chères, mais que je ne vois pas comme je devrais les voir. Parce que je dis, OK, il y a le travail, à l'école. Après, tu te dis, moi, je veux me reposer, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. Et on remet à demain, on remet à demain. Plus on remet à demain, davantage on perd le temps et plus la relation se dégrade. C'est cet après-midi, je parlais de ça encore. Est-ce que c'est pas la vie de l'Europe, c'est pas le stress quotidien, c'est pas le fait que chacun va à ses occupations, la vie de famille qui n'est pas la même que celle qu'on a en Afrique, qui fait en sorte que nous, de la diaspora, nous finissons par finir seuls.
Honnêtement, il y a quelques mois, quelques années, j'aurais dit oui, c'est le rythme de l'Europe qui nous pousse à vivre comme ça. Mais aujourd'hui, avec un peu de sagesse, je dirais que nous, ou alors moi, j'ai ma part de responsabilité. Si je peux trouver du temps pour avoir de l'équilibre entre le travail et toutes les autres choses, trouver du temps pour moi, ça me dit que je devrais pouvoir trouver du temps à passer avec les autres personnes que j'ai. Il y a quelques années, quelques mois même encore, je disais oui, ah, mais c'est le rythme, tout le monde a ses... Mais en réalité, non. Passer du temps avec quelqu'un, c'est pas forcément passer 5 heures. C'est suffisant qu'on se retrouve dans un Starbucks, qu'on prenne un café, qu'on parle 30, 40 minutes, et après, chacun continue sa vie. C'est pas ce qui nous manque sur une journée de 24 heures. En fait, c'est la planification qui fait défaut. On se dit, je vais le faire demain. Demain, non, après, demain, après, demain. Et il y a tout. Le temps qu'on met à scroller là, chacun de nous scrolle au moins 1 heure par jour. Même les plus disciplinés scrollent 1 heure environ par jour. Mais cette heure-là, ben, j'aurais pu passer un coup de fil. J'aurais pu t'appeler. Tu es où là? Ok, je te retrouve à tel endroit, on prend un café. 20 minutes, c'est bon. Je crois que, oui, on dit généralement c'est l'Europe qui nous rend comme ça, mais en fait, nous-mêmes, on est rentré dans le système parce qu'on est à l'aise dedans. On ne veut pas faire d'efforts. Et c'est quelque chose qui fait mal, hein, quand on parlait pour moi là, mais si j'avais pas prévu ça, mais en parler, c'est quelque chose ouais, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis le début de la vie. En tout cas, nous sommes encore en février, pardon. Il nous reste 11 mois. Je te souhaite que vraiment ces vœux prennent, que ces vœux se réalisent et que avant la fin de cette année, que la relation privilégiée que tu as eue dans ton enfance avec tes frères, qu'elle se rétablisse. Et je te souhaite aussi d'être un peu plus heureuse que tu l'es. Merci. Ouais, pas la grande de Dieu, on va y arriver. Merci d'être passé sur Kiara et bon vent pour la suite. Ah, bah, merci pour l'invitation. Vraiment, c'était un honneur d'être là. Bien de bonnes choses pour la suite. Beaucoup de succès. Merci.